Avril 1944. Les forêts de Biélorussie s'éveillaient d'un autre hiver brutal, lorsqu'une jeune femme en tunique usée de l'armée rouge pressa sa joue contre la crosse en bois d'un fusil Mosin-Nagant. L'air était humide et froid. Dans l'immobilité devant elle, elle observa un vacillement de mouvement, un casque ennemi se déplaçant au-dessus de la ligne de tranchée. Elle expira, pressa la détente et regarda la silhouette s'effondrer. C'était sa première élimination confirmée. Son nom était Rosa Tchenina, 20 ans, originaire d'un village nordique reculé. En quelques mois, elle deviendrait l'une des tireuses d'élite les plus redoutées du front de l'Est. Rosa Georgievna. Tchenina avait grandi loin de la guerre. Elle était née en 1924 dans la région d'Arkhangelsk, une terre de forêts, de rivières et de longs hivers. Son père, Georgi, était revenu de la Première Guerre mondiale désenchanté, mais fier de son service. Sa mère, Anna, enseignait à l'école locale. Rosa était vive et agitée, aimant la lecture et les longues promenades en forêt. Ceux qui la connaissaient se souvenaient d'un sens obstiné de la justice. Une fille qui se disputait avec des garçons 2 fois plus grands qu'elle, s'ils taquinaient quelqu'un de plus faible. Lorsqu'elle avait 14 ans, elle quitta la maison pour étudier dans un collège à Arkhangelsk, marchant près de 12 km chaque jour, car il n'y avait pas de place en dortoir. Au moment où elle obtint son diplôme, l'Europe était en guerre. Elle avait 17 ans lorsque l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique en juin 1941. En quelques semaines, l'armée rouge vacillait. Des millions de soldats capturés ou tués. Depuis son village lointain, Rosa regardait la tragédie se dérouler à travers les coupures de journaux et les émissions de radio. Puis vint le télégramme. Son frère aîné, Mikhaïl, avait été tué pendant le siège de Leningrad. Le message brisa quelque chose en elle. Elle écrivit plus tard qu'à partir de ce jour, elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'à la vengeance. En 1943, elle se porta volontaire pour le service. Mais au début, l'armée la refusa. Les femmes étaient nécessaires comme infirmières et secrétaires, pas comme combattantes. Mais à ce moment-là, l'Union soviétique avait déjà commencé à former des femmes comme tireuses d'élite, tueuses précises et patientes, qui nécessitaient moins de force brute, mais du calme et de la discipline. Lorsqu'elle apprit l'existence de l'école centrale de formation de tireuses d'élite féminine près de Moscou, Rosa postula immédiatement. Ses lettres au bureau de recrutement furent incessantes jusqu'à ce qu'elle soit finalement acceptée. L'école forma plus de 2000 femmes pendant la guerre. Les conditions étaient rudes. Les étudiantes rampaient dans la boue, tiraient des milliers de cartouches sous la pluie et la neige et mémorisaient la physique du vent et de la distance. Rosa excellait. Ses instructeurs notèrent sa main ferme et sa capacité à maintenir une position pendant des heures. Elle obtint son diplôme avec mention au début de 1944 et fut affectée à la 184e division de fusiliers sur le 3e front biélorusse. Son unité se dirigeait vers l'ouest en direction de Vitebsk, lorsqu'elle atteignit le front. Ce qu'elle trouva fut le chaos, village fumant, tranchées retournées et l'odeur de cordite partout. Les tireurs d'élite étaient souvent déployés par paires. Ils opéraient entre les lignes, allongés en camouflage pendant des heures, parfois des jours, attendant un aperçu de mouvement. Le 5 avril 1944, Rosa prit position au bord d'un cratère d'obus et tua un fantassin allemand qui avait levé la tête au-dessus du parapet. Ses mains tremblèrent ensuite. Elle se glissa dans la tranchée et chuchota « J'ai tué un homme ». Ses camarades lui rappelèrent « Tu as tué un fasciste ». À partir de là, elle fut infatigable. Entre le 6 et le 11 avril, elle élimina 13 autres soldats ennemis sous un feu d'artillerie intense. Pour cela, elle reçut l'ordre de la gloire de 3e classe. La première femme sur son front à le mériter. Ses commandants réalisèrent rapidement qu'elle était plus qu'une tireuse douée. Elle était une leader naturelle. En mai, son décompte d'élimination avait atteint 17, et son nom apparut dans les journaux divisionnaires, aux côtés de photographies d'elle, souriant faiblement près de son fusil. Sa renommée se répandit. La propagande soviétique adorait les symboles d'héroïsme féminin. Et Rosa, avec sa jeunesse et son sang-froid, semblait faite pour le rôle. Mais elle n'était pas une invention de la presse. Le journal qu'elle tenait en secret révèle l'épuisement, le doute et la mélancolie. Elle écrivait sur les nuits sans sommeil, sur les amis enterrés dans des tombes peu profondes, sur l'odeur amère de poudre à canon dans ses vêtements. Elle luttait avec l'idée qu'elle était devenue bonne pour tuer. Pourtant, elle écrivait aussi sur la fierté, que chaque ennemi qu'elle abattait pouvait sauver un soldat soviétique. En juin 1944,
l'armée rouge lança l'opération Bagration, l'une des plus grandes offensives de l'histoire humaine. La division de Rosa avança à travers la Biélorussie tandis que la résistance allemande s'effondrait. Les commandants tentèrent de retirer toutes les femmes des lignes de front pour des raisons de sécurité, mais elle refusa. Elle demanda à plusieurs reprises de rester, écrivant qu'elle ne pouvait pas partir pendant que ses camarades se battaient et mouraient. Sa demande fut accordée et elle continua d'avancer. En juillet, elle combattait en Lituanie lors de la bataille, pour Vilnius. La ville était une ruine fumante, ses rues médiévales résonnant de tirs de chars. Depuis les ruines d'une usine, Rosa élimina des tireurs d'élite allemands cachés dans les greniers et les tours. On lui attribua 12 éliminations confirmées dans cet engagement seulement. L'un de ses camarades se souvenait qu'elle rampait la nuit à travers le champ de bataille, utilisant les cratères et les cadavres comme couverture, installant son fusil à l'aube dans des endroits où personne ne l'attendait. Elle avait une tactique favorite qu'elle appelait le doublé. 2 coups en succession rapide, le premier pour blesser, le second pour achever le travail avant que l'ennemi ne puisse réagir. Sa précision déstabilisait les Allemands, qui commencèrent à appeler les tireuses d'élite silencieuses des sorcières invisibles. En septembre 1944, elle fut décorée de l'Ordre de la Gloire de 2e classe. Cet automne-là, elle retourna brièvement dans sa région natale, pour rendre visite à sa famille, une courte permission qui ressemblait à un autre monde. Son village était tranquille, entouré de forêts de bouleaux automnales. Les voisins célébrèrent son retour, mais elle parla peu de ce qu'elle avait vu. Elle laissa derrière elle ses décorations et photographies pour que sa mère puisse les garder en sécurité, puis retourna au front. En décembre, elle combattait à nouveau en Prusse orientale. L'hiver était rigoureux, les forêts remplies de fumée et de neige. La résistance allemande était désespérée et les pertes dans sa division étaient sévères. Lors d'un engagement, elle fut blessée à l'épaule, mais refusa l'évacuation. Elle écrivit qu'elle ne se souciait plus des médailles, ni même de la survie. « J'ai vu tellement de morts qu'elle ne m'effraie plus. » Lorsque l'offensive de Prusse orientale commença en janvier 1945, l'unité de Rosa fut parmi les premières à pénétrer en territoire allemand. Les combats là-bas furent différents de tout ce qui avait précédé. Villages réduits en cendres, civils fuyant en panique, et l'armée rouge poussée par la vengeance. Rosa nota dans son journal qu'elle plaignait les femmes et les enfants allemands, mais qu'elle ne pouvait pas oublier ce qui avait été fait à son propre peuple. À ce moment-là, elle avait 54 éliminations confirmées, peut-être plus. Les correspondants canadiens reproduisant les dépêches soviétiques la surnommèrent « la terreur invisible de Prusse orientale », mais sur le terrain, elle était épuisée. Ces lettres parlaient d'un désir de vie normale, d'un foyer, d'une famille, de la chance d'étudier à nouveau. « Si seulement je pouvais retourner à Arkhangelsk et marcher jusqu'au cours dans la neige », écrivit-elle. Le 16 janvier, elle nota que son unité était entourée d'artillerie et de mortiers. « Les Allemands tirent sans cesse », écrivit-elle, « et je ne peux pas voir les étoiles à cause de la fumée. » 10 jours plus tard, elle avançait avec une colonne d'infanterie près du village de Richaud lorsqu'un barrage intense les surprit en terrain découvert. Le commandant d'un canon automoteur fut touché. Rosa se précipita sous le feu pour le tirer en sécurité. Un obus explosa à proximité et des fragments déchirèrent sa poitrine. Elle fut transportée à un poste de secours de campagne, mais ses blessures s'acchetaient trop graves. Les témoins dirent qu'elle resta consciente pendant plusieurs heures, demandant si l'officier blessé avait survécu. Elle mourut le 28 janvier 1945, à l'âge de 20 ans. Ses camarades l'enterrèrent sous un poirier près de la rivière Lava, marquant l'endroit avec une planche en bois. Quelques semaines plus tard, sa division se dirigea vers l'ouest en direction de Königsberg. La guerre prendrait fin à peine 3 mois après sa mort. Lorsque la nouvelle de son sacrifice atteignit son village, il organisa un service commémoratif. Sa mère, Anna, pleura silencieusement, mais dit qu'elle était fière. Les journaux soviétiques publièrent à nouveau sa photographie, cette fois sous des bannières noires. La jeune femme, dont les yeux avaient défié les tireurs d'élite allemands, devint une icône nationale. Mais son journal, récupéré par ses camarades soldats et publié 2 décennies plus tard, montra une héroïne plus complexe. Il révéla une fille qui aimait la littérature et la musique classique, qui voulait aller à l'université, qui se demandait si l'amour était possible en temps de guerre. Elle écrivait sur la solitude, sur un camarade tireur d'élite qu'elle admirait, et sur la question lancinante de savoir si tuer pouvait jamais être justifié.
Je sais que je suis utile ici, écrivit-elle, mais je voudrais que personne n'ait à faire ce que je fais. Ces pages la transformèrent de symbole de propagande en être humain. Elles révélèrent la guerre privée derrière les statistiques, la fatigue, la peur, le calcul moral. Dans une entrée, elle décrivit un soldat allemand capturé. « Ce n'est qu'un garçon », écrivit-elle, son visage pâle, effrayé. « J'ai pensé à mes frères. » Dans une autre, elle confessa « Je ne suis pas une machine. Mon âme souffre après chaque tir. » Son histoire devint partie de la mythologie soviétique des frontoviki, les hommes et femmes qui portèrent le poids du front de l'Est. Plus de 2000 tireuses d'élite servirent dans l'armée rouge, créditées ensemble de plus de 12 000 éliminations confirmées. Seule une poignée survécut à la guerre. Rosa Tchenina se tenait parmi elles comme l'emblème du courage juvénile et de la tragédie. Dans les décennies après 1945, son nom s'effaça des histoires officielles. L'Union soviétique préférait l'héroïsme collectif aux histoires individuelles, mais parmi les vétérans, on se souvenait d'elle comme la fille qui refusa de rester derrière les lignes. Ses lettres circulèrent en privé, son journal réapparut dans les années 1960, suscitant un nouvel intérêt. Des rues et des écoles furent plus tard nommées en son honneur. Les historiens modernes la décrivent comme l'une des meilleures tireuses d'élite de la guerre, une professionnelle qui apprit à combiner instinct et mathématiques. Ses tirs étaient précis, même sous le feu. Sa capacité à anticiper les positions ennemies la rendait précieuse pour les patrouilles de reconnaissance. Pourtant, sa plus grande arme était peut-être morale plutôt que balistique, une conviction qu'elle pouvait protéger les autres en prenant le combat sur elle. L'image qui survit, une jeune femme en bonnet de campagne, son fusil en bandoulière sur l'épaule, souriant faiblement à la caméra, capture le paradoxe de sa vie. Elle paraît fragile, presque timide. Pourtant, derrière ce visage se cachait la discipline d'un soldat, qui passa sa dernière année à regarder à travers une lunette télescopique, marquant la différence entre la vie et la mort dans l'espace d'un souffle. Son commandant écrivit plus tard qu'elle mourut comme elle vécut, en avançant. La guerre de Rosa Tchenina dura moins d'1 an, sa vie à peine 20 ans, mais dans cette courte période, elle devint l'incarnation d'une génération forcée de vieillir avant son temps. Le front de l'Est consuma des millions. Elle reste l'une de ces rares voix individuelles. À travers son journal, elle parle encore de chagrin, d'endurance et de devoir. Dans l'une de ses dernières entrées, elle écrivit « Si je tombe, souvenez-vous que j'étais parmi les premières à avancer. » Aujourd'hui, son histoire se dresse comme un reflet obsédant de ce que la guerre fait aux jeunes. Comment l'idéologie, le patriotisme et la vengeance peuvent fusionner en quelque chose à la fois noble et terrible. Elle n'était pas la terreur de Prusse orientale, comme l'appelaient les journaux étrangers, ni simplement une héroïne soviétique. Elle était un être humain façonné par la tragédie qui trouva du sens dans la défiance et dont le courage transcende la propagande. Sa tombe se trouve dans l'oblast de Kaliningrad, non loin de l'endroit où elle tomba. Chaque année, des fleurs y apparaissent, souvent déposées par des soldats nés des décennies après sa mort. Ils viennent honorer une femme qui montra que la bravoure peut coexister avec la compassion, et que même dans la machinerie de la guerre totale, la résolution d'une personne peut encore résonner à travers le temps. Rosa Tchenina, la jeune tireuse d'élite qui terrifia le front de l'Est, combattit non pour la gloire, mais pour la conviction qu'une vie, même écourtée, pouvait faire la différence. Dans le silence sans fin du champ de bataille qu'elle hanta autrefois, son nom demeure, murmuré parmi les bouleaux, porté par le vent, rappel du prix de la guerre et de l'héroïsme fragile de ceux qui l'affrontent.